Bonsoir à tous, merci beaucoup de l'invitation pour cette conférence. On est bien content d'être là pour vous présenter notre travail et merci de votre présence. Alors pour la conférence de ce soir, on a choisi de vous présenter une thématique qui est assez particulière. Donc on l'a intitulée Une chambre à soi. Ce n'est pas sans raison. On a souhaité explorer à travers cette conférence les possibilités et de l'espace individuel, singulier, au travers du collectif. Parce qu'on a eu à aborder beaucoup de bâtiments publics qui sont des bâtiments destinés à l'être ensemble. Et on s'est posé la question de l'individu, de la place laissée au soi, à l'intime, au singulier dans ces bâtiments publics. Et donc, on a souhaité explorer et vous présenter nos projets au travers de cette question. Donc, il va y avoir quelques thèmes qui seront abordés. Le premier, ce sera justement le singulier versus le collectif. Le deuxième thème, on va vous parler un petit peu du collectif versus le singulier. Mais à ce moment-là, on va justement définir ce collectif-là et montrer en quoi ce n'est pas un espace générique. Et en troisième point, on va parler de l'intériorité, des espaces intérieurs, comment est-ce qu'on les traite et en quoi est-ce que ces espaces-là sont une forme de mise à distance de l'extérieur et une mise à distance du monde réel. Parce que les espaces, justement par la thématique de l'intériorité, nous transportent vers un ailleurs. Et enfin, on va évoquer la question de la matière, qui est une question qui nous est chère, et notamment à travers cette matière, comment elle peut être aussi un lien vers un ailleurs, comment est-ce qu'elle peut être aussi un moyen d'identification. Donc, l'espace singulier versus collectif, quelle place pour l'espace à soi dans les équipements publics? Alors, dans un premier temps, on va parler un petit peu des pavillons du collège Jean Lursa, qui est un collège qu'on a livré, comme nous l'avons dit, en 2013. C'est un collège qui se situe près du grand stade, en fait, dans une zone pavillonnaire, un quartier tranquille, pavillonnaire de la banlieue de Paris. Et donc, dans ce quartier, on avait un très grand terrain, qui est un terrain en forme de banane, dans lequel la problématique était de poser là un collège 600 qui destiné à recevoir, comme son nom l'indique, beaucoup de collégiens du monde et un peu troubler la quiétude de ce quartier pavillonnaire. Donc, notre réponse, ça a été d'ores et déjà, par rapport à la problématique posée, de ne pas venir se placer pas placer le bâtiment comme une frontalité par rapport au quartier existant, mais justement de voir en quoi est-ce que, au travers de la figure, on pouvait exprimer cette individualité qui est liée à un collège. Est-ce qu'un collège, c'est juste une grande ligne, une grande barre avec des salles de classe qui se répètent et qui se continuent, ou est-ce qu'on peut trouver un moyen dans la figure de rompre l'échelle habituelle et de constituer plusieurs pavillons de façon à identifier chacun d'eux et à leur donner une échelle de maison. Et ça a été un peu la problématique qu'on a soulevée dans ce projet, c'est qu'on a souhaité que chaque pavillon ait une expression qui soit identifiable, que par son échelle, il retrouve l'échelle pavillonnaire existante alentour. Ce qui fait qu'on a donc au final abouti à une série de pavillons dans un parc. C'était un peu le thème du sujet, du projet. Et donc chaque pavillon abrite des salles de classe avec tous les programmes fonctionnels. Et puis un internat, il y a des logements pour les professeurs, il y a une grande bibliothèque, il y a un gymnase. Donc il y a un programme divers et varié.
Mais ces pavillons, on a choisi de les identifier et de les regrouper, enfin de regrouper la thématique de ces pavillons par accointance, c'est-à-dire les salles de classe généralisées ensemble, la bibliothèque avec le hall ensemble, c'est le pavillon qu'on voit en jaune. En rouge, c'est l'enseignement spécialisé, tout ce qui est enseignement scientifique. Ensuite, on va comme ça, on les a regroupés par thème et on les a séparés. Ils sont séparés par des patios. C'est des patios qui sont des espaces tampons et qui n'étaient pas demandés au programme, mais qu'on a conçus pour un usage. On a inventé cet usage-là, qui sont des espaces un petit peu de ponctuation entre les différents pavillons. Donc, voilà, donc dans ce projet, en fait, les pavillons, c'était le moyen pour nous de exprimer cette singularité et justement de casser la ligne, qui était très important par rapport à ce quartier pavillonnaire, notamment par rapport à l'échelle, mais aussi par rapport aux collégiens. Pour nous, il était important qu'ils aient des éléments de repère et surtout qu'ils ne se perdent pas dans l'uniformité et l'anonymat des classes répétées. Donc ici, un autre exemple, ça c'est le premier projet que nous avons livré en 2009. C'est une école, c'est l'école du Bailly à Saint-Denis. Et c'est vraiment, le programme, encore une fois, un terrain très long, très fin, et avec une particularité, c'est qu'il ouvrait, il était une grande perspective qui était ouverte vers Montmartre. Et puis vers l'ouest. Et il fallait qu'on installait dans ce programme à nouveau un équipement public destiné à l'enseignement, donc une école avec un centre de loisirs, un gymnase, une bibliothèque, un espace restauration. Donc des espaces qui nécessitent évidemment une différenciation dans les flux, mais aussi qui sont des espaces de répétition. Il y a 25 salles de classe, donc encore une fois, on a essayé d'exprimer la singularité de ces salles de classe, de ne pas aller vers une uniformité, une répétition, et surtout d'éviter les longs couloirs, d'où la figure en peigne transversale, comme vous voyez là, une identification forte du programme, la création de ces grandes lanières transversales qui vont chercher l'ouest, donc qui ouvrent justement la vue vers la basilique Montmartre, et puis surtout une épine dorsale qui réunit ensemble les différents éléments de programme, qui est un peu comme une grande galerie, et donc qui sort, qu'on a traité avec soin, et qui sort un peu du schéma courant des écoles avec leur cortège de circulation répétée. Et donc là, la spatialité qu'on a retenue, étant donné qu'on était dans un quartier industriel, avec à côté ce qu'on appelle des grandes cathédrales, qui sont des restes, des vestiges, qui appartiennent à la RATP, c'est vraiment des grands bâtiments industriels qui ont déjà qu'on voit ici un peu plus haut, voilà, qui ont déjà une structure en shed avec de la brique. On a souhaité reprendre un peu ce vocabulaire, ce langage des sheds par l'expression de la toiture. Donc, toutes les salles de classe ont une lumière une structure en shed avec une lumière qui vient du nord. Et ce sont des sheds qui sont revêtus de béton teinté dans la masse et qui apportent dans chaque salle de classe une spécificité. Donc, sachant que ces grands auvents, ces grandes marquises de couleurs exprimées en façade sur la grande galerie. Et là, on voit un petit peu l'expression. En fait, les rectangles que vous voyez sont les sheds dédiés à chaque salle de classe. Donc, chaque salle de classe a sa propre spécificité, sa propre couleur. Elle peut être appropriée par les enfants de manière
vraiment individuel et spécifique. Et puis, toutes les couleurs reprennent un petit peu les tonalités des vitraux de la basilique Saint-Denis. Bon, c'est un petit clin d'œil qu'on a souhaité faire par rapport au contexte de Saint-Denis. Et donc là, vous voyez une salle de classe avec un shed coloré qui apporte une lumière colorée. Là, une autre salle de classe. Donc, c'est une lumière qui vient du nord. Donc, déjà, c'est un surplus de luminosité pour la salle de classe, mais c'est aussi un moyen de ventiler naturellement, notamment le soir pour la surventilation nocturne, de créer un flux d'air dans la salle de classe et d'apporter évidemment une lumière qui est sans reflet, en évitant les surchauffes, avec un certain confort, un confort visuel et thermique. Une autre manière de traiter la spécificité, la singularité en fait du programme évidemment dans une problématique du collectif, c'est bien sûr dans les logements où on a très souvent on doit travailler les logements collectifs. On a, par exemple, 200, 300 logements à produire. Il faut créer, bien sûr, un quartier. Alors, comment différencier ces logements? Comment apporter une identification à chaque logement? Donc, travailler cette appropriation, cette adresse qu'on peut donner pour chaque logement, pour chaque habitant, tout en exprimant également le caractère collectif. C'est toujours un peu le dilemme, mais ce sont les deux versions, ce sont les deux côtés, si vous voulez, de la médaille que nous, on cherche à vraiment exprimer et ne pas négliger. Donc là, on est dans une autre problématique. Ce n'est pas un équipement public, mais c'est une... on est à Clichy, on doit produire un waterfront, c'est un quartier on a tout un quartier à traiter qui se trouve devant la Seine. Clichy a toujours développé son territoire sur le centre et les abords qui sont liés à la Seine sont plutôt des délaissés industriels. Et donc là, nous avons un grand terrain où la question posée, c'est justement de créer un quartier et de créer un waterfront, une façade de la ville sur la Seine. Et donc, nous avions aussi à cette problématique-là une autre problématique, qui est qu'on est dans une zone inondable. Donc, il faut minimiser, optimiser l'empreinte au sol, c'est-à-dire essayer de garder le plus possible d'espace libre au sol. Et donc, évidemment, le corollaire, c'est pour avoir la surface nécessaire des appartements, monter en hauteur. Et c'est là où donc, nous avons développé cette idée de superposition, mais de superposition différenciée. C'est-à-dire comment faire un habitat qui ait les mêmes qualités que l'habitat juxtaposé, mais en le superposant. Et à un autre sens, la question, enfin, le thème de notre réflexion, le résultat de notre réflexion, c'était de faire des maisons superposées, d'essayer le plus possible d'exprimer un couronnement et un corps. Et pour nous, le couronnement, c'est ce que vous voyez en haut. Nous l'avons exprimé sous forme de lanterne. Donc, d'ailleurs, on a appelé ce projet les lanternes de Clichy, parce que, en fait, on a produit sur le corps des bâtiments de logement qui sont eux-mêmes traités avec une différenciation. Certains, comme vous le voyez, ont des beaux windows, d'autres ont des balcons. Donc ça, ce sont les corps. D'autres encore ont d'autres spécificités dans les balcons. Il y a des balcons qui sont pleins, il y a des balcons qui sont en bois, avec cette idée d'aller chercher les arbres et d'avoir toute une espèce de résil de bois qui soit composé. Donc ça, c'est en ce qui concerne les corps. Et puis pour les couronnements, on a ce qu'on appelle ces lanternes, qui sont 2 ou 3 niveaux de maison, qui ont une autre typologie,
Alors, c'est soit des maisons, on les a traitées avec un revêtement qui est soit en bois, soit en métal, avec des loggias qui coulissent, ou bien ils ont des jardins suspendus. On a vraiment essayé d'individualiser ces espaces, de leur donner une qualité autre, de les exprimer différemment pour qu'ils soient différenciés et qu'ils apparaissent comme un habitat aussi riche que l'habitat juxtaposé. On a la richesse de l'habitat superposé. Et donc, non à l'anonymat, non à l'uniformité et justement la richesse de la diversité. Donc là, on voit la perspective depuis la Seine avec le waterfront et l'expression des transparences entre les différents bâtiments et l'expression des lanternes. Donc, pour l'espace collectif versus singulier, je peux laisser Salwa continuer. Alors, en fait, dans cette thématique-là, ce qu'on a essayé ce qu'on voulait un petit peu, on voulait mettre l'accent sur quels sont les espaces collectifs dans un équipement public qui peuvent être le lieu d'un traitement particulier et qu'on peut emphatiser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les programmes qu'on reçoit, évidemment, ce genre de choses n'est jamais explicité, c'est-à-dire que cette générosité qu'on donne en plus, c'est quelque chose, c'est une sorte d'interprétation, c'est-à-dire que ce sont des espaces qu'on invente, qu'on apporte en plus dans le projet, qui sont souvent des surfaces en plus. Donc, c'est un risque qu'on prend parce qu'on a des maîtres d'ouvrage qui sont souvent très à cheval sur les surfaces, mais on pense que dans les espaces collectifs, notamment dans les espaces d'enseignement, la générosité justement de ces espaces de transition est très importante parce que c'est le lieu de rassemblement, c'est là où on se retrouve en petit comité, c'est là où on s'échappe un peu de la hiérarchie un peu, on va dire, très régulière de les cours, la récréation, etc. On invente des espaces qui sont un peu des espaces, on va dire, pas marginaux, mais tampons et qui nous permettent d'avoir d'autres types de sensations. Là, par exemple, en l'occurrence, on est dans le collège et ce qu'on a souhaité, c'est qu'on voit un petit peu là au fond, les pavillons sont traités en fait un peu comme des maisons avec une communication verticale. Les pavillons sont sur R+2 et donc ce qu'on a souhaité, c'est qu'on a une forme d'atrium avec une ouverture zénitale qui fait descendre la lumière et qui fait communiquer en fait les espaces de circulation entre eux. Et ça, c'est assez intéressant. On l'a traité en béton architectonique, donc c'est une matérialité assez forte. Et les espaces tampons sont traités complètement séparément. On a changé la matière du sol, donc on passe d'un sol plutôt en lino à un sol plus brut. C'est un sol en briques qu'on voit à cet endroit-là. C'est traversant parce que du coup, ça nous permet d'avoir la transparence sur l'entrée et sur les cours. On voit en fait l'espace extérieur des patios. Donc, c'est un espace en fait qui n'est pas vraiment qualifiable. C'est vraiment l'espace de transition entre les pavillons, très lumineux, ouvert et qui permet qui maintenant en fait permet plein d'usages différents. Là, on voit par exemple le hall. Alors, le hall, c'est vraiment un rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée du pavillon central. Donc, pareil, on l'a vraiment pensé comme un espace en fait très ouvert entre le parvis et la cour. C'est un espace finalement de transition qui réunit les deux espaces extérieurs majeurs, le parvis extérieur où on attend avant de rentrer au collège et le préau, qui doit être couvert pour la cour de récréation. Et donc, on a cet espace très blanc, lumineux, avec un escalier en métal suspendu. Donc, c'est un métal déployé, complètement suspendu, avec donc juste la grande dilatation qui permet d'accéder en haut à l'espace du CDI, de la bibliothèque.
Là, en fait, on a deux typologies de circulation. Alors, les lieux, enfin, les circulations sont pour nous des espaces très importants. On essaie à chaque fois de les réinventer. C'est jamais des couloirs opaques et rectilignes avec juste des classes ou des choses de chaque côté. C'est vraiment pour nous, en fait, très important de pouvoir toujours chercher à connecter avec le ciel, donc faire descendre la lumière, connecter avec d'autres espaces qui sont en bas, en haut, voilà, à chaque fois réinventer. Là, par exemple, c'est une circulation, c'est dans le P4, c'est dans un des pavillons qu'on a souhaité, c'est le pavillon technologique, qui est plutôt très vertical, donc vraiment cette sensation de verticalité. Et puis là, c'est un autre pavillon, on est beaucoup plus généreux avec donc le vide du milieu et puis les circulations de chaque côté. Et en fait, ces circulations, en fait, ont fait l'objet d'une intervention artistique. Et là, ce que vous voyez, c'est l'œuvre d'un artiste italien, Felice Varini, qui a fait en fait une anamorphose, qui a peint sur le béton. Voilà, là c'est encore une autre typologie de circulation. On est au R+1 et on voit, ça nous permet de voir en fait les espaces d'en haut et puis les espaces d'en bas. Voilà, comment sortir des couloirs. Là, encore une fois, sur le projet du bailli, la galerie. La galerie, c'était vraiment pour nous, je passe rapidement, mais c'était vraiment pour nous l'espace de connexion qui connecte en fait qui connecte finalement toutes les parties du projet, toutes les petits avec les salles de classe. Et là, on voit par exemple l'arrivée de l'escalier. L'escalier comprend les sheds colorés et donc la grande galerie vitrée ouverte sur la ville. Alors là, un projet qu'on n'a encore pas abordé, c'est l'école Zéro Énergie à Saint-Ouen. Alors je pense que cette école, effectivement, elle est aussi elle est assez intéressante au regard de la thématique qu'on voulait traiter ce soir, puisque justement, c'est une école aussi entre cours et jardin. Et c'est aussi la problématique des cours et des espaces extérieurs dans les lieux d'enseignement, c'est que voilà, il faut des espaces qualitatifs pour les récréations, mais voilà, comment les qualifier, comment leur donner du sens. Et en l'occurrence, ici, on est dans un milieu très urbain, on est à Saint-Ouen, et le programme, en fait, prévoyait beaucoup d'espaces extérieurs, mais on n'avait pas énormément de surface. Donc, en fait, c'est faire preuve d'ingéniosité et voilà, pour essayer de trouver des figures qui puissent permettre de trouver, en fait, un réservoir d'espace extérieur. Et donc, en l'occurrence, on est là, en plus, la contrainte qui se greffait sur ce projet-là, c'est c'est un projet zéro énergie, donc un projet passif qui devait être autonome en termes énergétiques. Et donc, il fallait conforter et optimiser l'enseignement, l'ensoleillement plein sud. Donc, en fait, on a travaillé le projet pour que, en fait, tout le projet est tourné. C'est pour ça, ça fait comme un carré sur la pointe, puisque le sud est en bas. Et donc, on a tourné le projet pour que le maximum de façades soit orienté plein sud. Et donc, c'est un projet, du coup, qui est en gradin et avec des cours, son spécificité, c'est que les cours de récréation sont en terrasse. Et donc, ce qui nous a permis de libérer des jardins intérieurs. Voilà, là, on voit un petit peu, on voit du coup la typologie du bâtiment. Et donc voilà l'entrée. Donc l'entrée, on arrive, on est tout de suite projeté sur ce jardin. Donc, voilà, là on est entre l'espace d'attente et donc le jardin qu'on voit à droite. Et encore une fois, ces jardins, c'était pas des jardins qui étaient, enfin c'était pas des espaces prévus au programme, mais c'est des espaces que finalement le plus qu'on a donné et ils en sont très contents puisque en fait ils font, voilà, on a toutes les classes qui donnent dessus, surtout le centre de loisirs et tous les espaces partagés. Donc ils peuvent sortir dehors, ils ont plusieurs types d'espaces entre jardin et cours. Là, les espaces intérieurs, donc pareil, toujours la verticalité, l'atrium. Et donc, on en arrive justement à cette problématique, l'espace introverti.
comment l'espace nous ramène à soi. C'est-à-dire que comment, en fait, toujours dans les espaces, dans les bâtiments et les équipements publics, comment est-ce qu'on peut finalement échapper, trouver par la spatialité, par les spatialités, par la figure, comment trouver justement des espaces qui nous permettent une sorte de liberté intérieure et justement des espaces où on peut se temporiser et se mettre à distance et se les approprier. Là, c'est deux images de référence qui nous plaisaient bien, un patio très minéral, l'Alhambra, et puis en fait, à Toulouse, au sud de la Chine, un pavillon où on voit la façon dont on découpe le ciel. Et on en revient un petit peu, là, par exemple, à l'école du Bailly, on n'en avait pas parlé, mais justement, pareil, la figure en lanière nous a permis de dégager des jardins intérieurs qui n'ont rien à voir avec les cours de récréation, mais c'est vraiment des jardins qu'on a donnés en plus et qui aujourd'hui servent, où ils servent de façon, les enfants peuvent faire cours dehors, à l'extérieur. Voilà. Pareil pour Saint-Ouen, les jardins intérieurs dont on a parlé précédemment. Donc voilà, c'est des jardins plantés, ils sont éclairés. La nuit, on a un système de luminaires un peu accrochés qui leur permet aussi un usage nocturne. Et puis l'atmosphère des cours de récréation sous les préaux, parce qu'en fait, les préaux... on voit en fait, voilà, on les voit là. Les préaux sont couverts par ces cellules photovoltaïques. Donc, ces grandes cellules, enfin, c'est des panneaux en verre avec des cellules photovoltaïques intégrées. Et c'est en fait, c'est ces panneaux-là qui permettent de donner l'autonomie énergétique au bâtiment. Et donc, l'atmosphère qu'on a sous les panneaux, c'est cette atmosphère-là où on est dans la cour et on est couvert pour les préaux. Voilà. Pour le collège, pareil, les patios sont vraiment ces espaces de transition dont on a parlé tout à l'heure, qui sont couverts par la pergola. Aujourd'hui, en fait, ça c'était quand on a livré, mais aujourd'hui, les arbres ont bien poussé. On a aussi des plantes dans les garde-corps, donc vraiment, ça donne une atmosphère agréable, ombragée. Et toujours dans cette idée d'intériorité, en fait, un autre projet qui est aussi en région parisienne, à Bobigny. Et ce projet, vraiment, il est construit autour d'une cour intérieure, parce que le site est un site triangulaire. On est au pied de tours, des tours de logement, donc une belle visibilité des toitures. Un programme mixte, puisqu'il y a aussi une ludothèque et une salle polyvalente utilisée par la ville. Donc des flux différents et puis une école, une école maternelle. Et c'était l'idée en fait de finalement avoir cette enrouler finalement le bâtiment autour de cette cour et on a ça devient voilà un projet très intériorisé qui est tout en bois. Avec on a aussi un étagement puisque on a aussi une école élémentaire qui se trouve au R+1 et la cour élémentaire vient se positionner sur la cour maternelle. Et ensuite au R+2, on a l'espace polyvalent et la ludothèque avec aussi une terrasse végétalisée, un parquet en bois et puis une possibilité, c'est ce qu'on voit, de pouvoir sortir pour eux et de faire des activités à l'extérieur. Et toujours en fait dans cette idée d'intériorité, là par exemple, on a une vue du hall avec une verrière, une lumière qui descend. C'est très important toujours ce rapport au ciel et cette façon de découper en fait le ciel. Est-ce que tu veux parler de la serpentine? Là, c'est un autre projet dans lequel on voulait aborder la question du vide intérieur. Quel est le motif du vide? Parce que le vide, il peut avoir une expression de la même manière que le plein. Et là, c'est pour un projet qu'on a proposé pour la Serpentine, la galerie Serpentine à Londres. Donc, c'est un grand jardin, un très beau jardin, dans lequel la proposition était de faire un pavillon.
destiné au public ouvert. Et nous avons choisi, justement, nous nous sommes limités dans l'expression de ce pavillon à des murs, des parois, et nous nous sommes imposés la problématique de créer un espace juste avec des parois. Donc ça, ce sont les différentes propositions qui sont issues de notre recherche, dans lequel on a placé les parois toujours en transversale pour pouvoir avoir justement cette transparence, cette transversalité. C'était quelque chose d'important, mais ce qu'on a souhaité explorer, c'est comment créer un espace intérieur et comment créer une spatialité juste avec des murs. Donc, on a un peu étudié voilà, les parois comme une partition musicale, et au final, la solution qui a été choisie, c'est celle-ci. En fait, ce sont des parois qui sont placées pour libérer une piazza intérieure, et donc toujours cette légèreté des flux, cette transversalité. Et en fait, les parois ont été travaillées avec une autre matérialité. La matérialité, c'est de la cire d'abeille, bon, qui est empilée en modules. Donc, c'est le matériau qu'on a choisi d'explorer pour ce projet. Mais au-delà du matériau, ce qu'on a souhaité montrer ici, c'est comment, juste avec des murs qui sont positionnés dans un espace, on peut arriver à créer une spatialité. Et on a en plus de la question des murs, travailler aussi la question du ciel, toujours dans l'idée du sol, le ciel. Et donc là, nous avons créé une canopée faite de... c'est des nuages, en fait, c'est des grands panneaux en acrylique. C'est de l'acrylique un petit peu... sablé. Enfin, c'est un matériau assez intéressant qu'on explore en ce moment, qui est un matériau qu'on utilise pour les aquariums. En fait, ça présente les mêmes qualités que le verre, mais c'est beaucoup moins lourd, et ça peut se mettre en œuvre avec beaucoup plus de facilité, d'autant plus qu'il s'agit ici d'un pavillon extérieur, et donc il était pour nous plus facile de suspendre cette canopée, ces grands nuages, par des tirants et des éléments qui viennent s'accrocher aux parois. Donc, une canopée suspendue. Des images qu'on voit ici, en fait, on voit un peu la matérialité des murs, qui sont des parois un peu courbes dans leur volumétrie, et qui sont faits de modules, comme je disais, le module de cire. C'est une cire d'abeille. Donc ici, la matérialité, donc le positionnement du pavillon dans son contexte, dans le contexte du jardin, donc la transversalité, l'idée qu'on peut traverser librement, et tout en ayant cette sensation de l'espace intérieur qu'on n'attendait pas et qu'on découvre, une fois passé les parois. La question de la matérialité, pour nous, la matérialité, bien sûr, c'est la relation avec le monde extérieur, c'est le rapport au contexte. Et donc, la question, c'était toujours dans cette idée de singularité. Est-ce que la matière peut nous transporter vers un ailleurs? Est-ce que ça peut être aussi le moyen d'identifier un bâtiment, de créer en fait à la fois son insertion, c'est-à-dire qu'une matérialité, elle peut aussi permettre une insertion, une bonne insertion dans le contexte, mais elle peut aussi permettre de s'échapper justement du contexte et de s'exprimer différemment. Et donc là, pour l'école de Bobigny et la ludothèque, on a justement souhaité faire la différence. C'est-à-dire on a justement souhaité faire un bâtiment qui, par son expression, détonne,
parce qu'on était dans un univers assez difficile, un peu brutal, j'allais dire, de grandes tours un peu anonymes et répétitives. Et pour nous, ce bâtiment-là, il fallait qu'il ait une expression propre, il fallait qu'il s'exprime de façon différente. Donc, une mosaïque de bois. Donc, c'est un bois reconstitué qui est type Prodema. En fait, c'est un bois traité et qui est teinté et donc qui a été assemblé comme une mosaïque avec une mise en œuvre qui est invisible, c'est-à-dire qu'évidemment les panneaux sont, il n'y a aucune expression de la structure des panneaux. Et puis on a aussi ce bruissement, en fait, la façon dont le vide et le plein s'organisent ensemble pour créer un motif. Ça, c'est quelque chose qui nous intéressait aussi d'exprimer. Ne pas justement aller vers un bâtiment trop disant, trop fonctionnel, ne pas aller vers des fenêtres qui sont un peu bateaux, en fait, les fenêtres qu'on peut avoir dans une école ou dans un bâtiment un peu collectif, mais plutôt aller vers une expression qui arrive à laisser la place au percement, mais dans un motif bien défini. Là, encore une fois, pour le collège Jean Lursa, la matière, c'était très important pour nous. Quand on a été sur place, en fait, on a été à un moment donné où c'était l'automne. Il y avait des arbres qui étaient dans le terrain déjà. Et en fait, il y avait vraiment plusieurs arbres, et avec dans chaque arbre un petit peu comme une expression automnale des feuilles. Donc, toutes les feuilles étaient de différentes couleurs. Ça faisait vraiment un peu un côté magique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité retrouver dans le bâtiment. Donc, les pavillons, on a un peu retrouvé cette palette automnale, donc d'où la différenciation par couleur. Et la matière a été très importante parce qu'on a fait de longs tests où on a travaillé un aluminium anodisé, perforé, avec une différenciation dans le relief, dans le plissé. Chaque pavillon a un plissé qui n'est pas du tout un plissé standard. C'est quelque chose qu'on a dessiné à l'agence, où on a fait faire des prototypes pour avoir différents types de reliefs, différents pas. Et aussi par rapport au bain, les tonalités qu'on voit qui sont un peu des tonalités différentes, même au sein d'un pavillon, puisqu'il y a des tonalités dans le rouge, il y a des tonalités dans l'ocre. Et ces tonalités sont issues des bains d'aluminium, donc d'anodisation. Voilà, alors aussi la perforation, quand on perfore, le matériau prend la lumière différemment, donc ça aussi, ça a été un élément qui a été important pour justement éviter l'uniformité de l'aluminium. On l'a travaillé dans sa perforation, dans l'anodisation des bains et dans l'expression de son relief. Donc là, vous voyez deux pavillons de couleurs différentes et pourtant, dans chaque pavillon, les tonalités sont singulières et les tonalités sont liées justement à l'expression de la perforation ou bien l'anodisation et la longueur en temps des bains. Ici, c'est un autre projet dans lequel qu'on a souhaité vous présenter parce que justement, on a exploré dans ce projet une matérialité différenciée. C'est une piscine feng shui à Issy-les-Moulineaux dans lequel on a travaillé des lanières en bois. En fait, ce sont des tasseaux de bois qui sont exprimés qui sont ondulés pour créer justement une fluidité et voilà, quelque chose de léger et de fluide parce que c'était la vocation de la piscine feng shui. En fait, cette piscine, dans le feng shui, bon, en plus de l'ergonomie spatiale et justement de la qualité spatiale, le feng shui est basé sur la circulation des flux. Et donc, ça nous a inspiré sur le plan de la matérialité pour créer justement cette fluidité. Et on a retrouvé cette fluidité avec les tasseaux de bois qu'on a travaillé comme justement
avec un motif. Donc là aussi, on a fait des mock-ups avec des maquettes à échelle 1 qu'on a fait nous-mêmes à l'agence pour justement explorer et étudier les courbes, les contre-courbes, pour justement arriver à cet effet comme une chevelure, de fluidité et de légèreté des lamelles de bois. Ici, encore une autre piscine dans laquelle on a également travaillé avec le bois. Et c'est une piscine à Limbre, dans le nord de la France. Et on a travaillé le bois comme espace d'identification de la halle bassin. Donc, c'est une halle bassin qu'on a revêtue de bois en partie haute. Et c'est un bois tissé avec différentes épaisseurs. Et puis, cette matérialité, elle était vraiment demandée parce que la halle bassin, dans ce projet, en plus d'être un espace de bien-être et de sport, en fait, elle était le lieu de rassemblement aussi par des événements le soir, des thématiques. Donc, il fallait que chaque espace ait une différenciation. Et donc, le bois était pour nous un bon moyen d'exprimer. Ici, un autre projet, toujours dans l'idée de la matérialité, c'est un projet à Brazzaville. C'est le siège de Africa News à Brazzaville. Et donc là, la thématique, toujours, c'est la thématique contextuelle, c'est bien sûr, on est en Afrique avec le climat africain très chaud et tropical qu'on connaît. Et donc, comment arriver à produire un bâtiment qui soit à la fois fonctionnel, bien sûr, parce que c'est le siège d'une grande chaîne de télévision, mais en plus, qui soit représentatif de la culture locale. Et donc, nous avons choisi de travailler avec du béton. Donc, on a créé des brises-soleil qui sont en V, comme des ailes de papillon très fines, très légères que vous voyez là, qui viennent devant. En fait, on a deux pots. On a la première pot de béton qui est un béton structurel courant, avec des percements qui sont des percements limités parce qu'il fait très chaud. Et ensuite, on a l'isolant par pluie. Et puis ensuite, on vient avec ces brises-soleil qui viennent créer la deuxième peau, comme un tampon, un filtre. Alors, c'est un béton très, très fin, fibré, et il est perforé. Et c'est vraiment comme une résille qu'on est venu placer devant les façades principales, sachant que dans les creux, on a encore une autre résille de béton qui, cette fois-ci, est plus, elle n'est pas en V, mais elle est plus linéaire et lisse. En fait, donc, on voit peut-être pas très bien, mais là, on voit un petit peu le détail et la mise en œuvre de la double peau. Et donc, pour nous, dans ce projet, la matérialité, c'était un moyen d'identification du projet et de mise en relation contextuelle. Là, on voit un petit peu les ailettes en V. Voilà, je vous remercie.